Une femme, un chapeau bleu et un secret que nul ne soupçonne. Bienvenue sur Dossier, je suis votre narrateur Étienne. Dites-moi en commentaire d'où vous nous écoutez aujourd'hui, vos indices éclairent chaque mystère. Commençons. C'était le genre de matinée de juin qui semblait idéal pour une conversation distinguée et une limonade fraîche. Le soleil projetait des taches dorées sur les feuilles du hêtre pourpre du jardin de Madame Cécilia Arbuthnot, et tous les habitants de St. Mildred Eslan s'étaient parés de leurs plus beaux atours pour son thé annuel aux roses. La table était dressée de nappes blanches et d'hortensias roses, et des rires flottaient dans la brise comme des banderoles tendues le long de la clôture du jardin. Madame Arbuthnot, corpulente et majestueuse dans sa mousseline lilas, présidait la cérémonie du thé avec l'arroseur d'une reine locale, saluant royalement chaque invité à chaque service. On y trouvait des scones à la crème caillée, des sandwichs au concombre et une petite bouteille de sirop de groseille maison qui avait déjà commencé à délier les langues. Les conversations fusaient autour des fleurs de l'église et de la hausse scandaleuse du prix de la truite chez Croydon & Fishmonger. Miss Marple, vêtue de sa robe gris tourterelle habituelle, était assise un peu à l'écart de la mêlée centrale, son tricot niché sur ses genoux, même si elle n'avait pas encore pris ses aiguilles. Ses yeux bleus passaient doucement d'un invité à l'autre, captant non seulement les paroles, mais aussi les silences qui suivaient, les regards en coin et les raidissements soudains des dos. « Je vois qu'elle est revenue. » murmura Madame Pénélope Carter en se glissant sur le banc à côté de Miss Marple et en hochant discrètement la tête vers l'autre côté du jardin. Miss Marple suivit son regard. Là, à l'ombre d'un laurier, se tenait une femme remarquable, peut-être d'une quarantaine d'années, vêtue d'un costume bleu marine sur mesure, coiffée d'un chapeau bleu à large bord, perché de façon élégante. Son visage était inconnu de beaucoup, mais sa présence avait déjà laissé une trace. Elle dit s'appeler Madame Cora Lanton, poursuivit Madame Carter, la voix basse, comme une commère. Elle loue Greston Cottage pendant que les Turner sont à l'étranger. Une sorte d'artiste, paraît-il. Ou peut-être qu'elle le dit tout simplement. Miss Marple sourit doucement. Un chapeau bleu est un choix plutôt audacieux pour un goûter. Mais il attire l'attention, n'est-ce pas? Exactement, renifla Madame Carter. Et elle ne prétendre être timide à ce sujet. Miss Marple, qui avait appris depuis longtemps que l'attention suivait souvent ceux qui étaient soit innocents, soit dangereusement sur deux, hocha simplement la tête et reprit son observation silencieuse. Madame Lanton, quant à elle, semblait à l'aise. Elle accepta un verre de cordial des mains du jeune Peter Arbuthnot, les dents blanches comme un éclair, puis se tourna pour parler avec animation à la femme du pasteur. Mais quelque chose dans son expression et une tension imperceptible derrière son sourire attira l'attention de Mademoiselle Marple. Tout comme le fait qu'elle n'ait jamais retiré ses gants, pas même pour ajuster sa tasse de thé. À 4 heures, le soleil avait basculé, les gâteaux étaient réduits en miettes et les premiers invités commençaient à se lever et à partir poliment. Miss Marple venait de rassembler ses affaires lorsque le cri résonna dans le jardin. Cela venait de la direction du pavillon d'été. La réaction fut immédiate et théâtrale, des halètements, des tasses renversées et un bruit de porcelaine. Madame Arbuthnot se leva dans un tourbillon de mousseline, exigeant de savoir au nom du ciel, qu'est-ce que c'est? Se passait, tandis que le révérend Milburn s'avançait vers l'agitation avec l'urgence raide d'un homme qui n'aime pas les histoires mais reconnaît son devoir. Miss Marple, sans un mot, suivit tranquillement. Le pavillon d'été, niché dans un bosquet de rosiers grimpants, avait été peu utilisé cet après-midi-là. Mais à mesure qu'ils approchaient, il devint évident que quelque chose n'allait pas du tout. La nièce de Madame Carter, Emily, se tenait figée à quelques mètres, pâle comme du papier, serrant contre elle un panier de sablés. À l'intérieur du pavillon, affalé contre le banc, un bras ballant, se trouvait le corps d'un homme. Sa tête penchait sur le côté, son expression déformée par un rictus de confusion et de douleur. Il n'y avait pas de sang, mais il était clair qu'il était bel et bien mort. Madame Arbuthnot laissa échapper un gémissement étranglé. « Seigneur, c'est Monsieur Félix Repère. » Miss Marple s'avança d'un pas léger, le visage impassible. Félix Repère. Un notaire de Lombarton,
tout près. Célibataire. On le croisait parfois lors de fêtes locales. Visiblement banal, si ce n'est qu'il semblait désormais au centre d'une affaire sombre et choquante. À ses côtés, le vicaire murmura, ça devait être son cœur. Il était de très bonne humeur il y a quelques instants. En parlant à cette femme au chapeau. Le regard de Miss Marple parcourut à nouveau le jardin. Madame Lanton se tenait immobile au bord des rosiers, la posture inchangée, l'expression indéchiffrable sous le bord de son chapeau bleu éclatant. Elle n'avait pas bougé depuis le cri. Miss Marple, observant attentivement, pensa une fois de plus que les gens portaient souvent des masques bien plus élaborés que leurs vêtements. Et cette nouvelle visiteuse, aussi charmante et posée qu'elle paraissait, pourrait bien porter un masque. Le lendemain matin, l'aube était claire et douce, mais le village de Saint-Mildred-Eslan était déjà plongé dans un brouillard de spéculation. La nouvelle de la mort subite de M. Félix Roper s'était répandue avec l'efficacité discrète propre aux villages anglais. Au petit déjeuner, la postière l'avait apprise par le laitier, qui l'avait apprise par la femme de chambre d'Emily Carter, qui la tenait au plus ou moins exactement de la jeune fille elle-même. À midi, la moitié du village avait son opinion sur la question, et l'autre moitié s'apprêtait à la partager. Chez l'épicier de High Street, Madame Blodgett affirma que le sirop contenait du poison. « Je n'ai jamais fait confiance aux groseilles à maquereaux », annonça-t-elle d'une voix forte, penchée sur les pommes de terre. Pas après ce qui est arrivé à ma cousine Margaret dans le Dorset. N'importe quoi, répondit Monsieur Entwistle derrière le comptoir, en polissant un pot de sucre d'orge. Si c'était du poison, tout le goûter serait parti. Non, croyez-moi, c'était à cause de cette nouvelle femme. C'est toujours le cas. Les nouveaux visages sont synonymes de vieux problèmes. La nouvelle femme, bien sûr, était Madame Cora Lanton, et elle était devenue, sans effort, le personnage central de toutes les conversations chuchotées, de la boucherie à la salle paroissiale. Son chapeau bleu avait pris des allures de talisman sinistre, et le fait qu'elle ait parlé à Monsieur Roper peu avant sa mort suffisait à beaucoup pour tirer des conclusions. C'est une étrangère, murmura M. Sims le jardinier à son apprenti, bien que personne n'ait suggéré que Madame Lanton était autre chose qu'anglaise. Elle marche comme si elle était maîtresse du terrain. Vous savez, le genre. Trop de secrets. Je ne m'en étonnerais pas, même l'inspecteur Cray, convoqué par Mushminster pour prendre officiellement en charge l'affaire, ne semblait pas insensible au ragot du village. Homme d'un naturel soigné et sérieux, à la fine moustache et privilégiant les résolutions rapides, il arriva chez Madame Arbuthnot dans une élégante voiture grise et entreprit de mener des interrogatoires avec la subtilité d'un marteau-pilon. Il écouta poliment le récit larmoyant de Cecilia Arbuthnot, posa à Emily Carter plusieurs questions inutilement acerbes sur le moment où elle avait découvert le corps, puis reporta son attention sur le personnage le plus intrigant. Madame Lanton l'accueillit avec une courtoisie calme. Elle portait à nouveau des gants en crème cette fois et un chemisier qui semblait n'avoir jamais rencontré la poussière anglaise. Elle confirma, sans hésitation, avoir brièvement discuté avec Monsieur Roper de l'aménagement du jardin et de la difficulté de trouver de l'huile d'olive de bonne qualité à la campagne. Ils s'étaient quittés en parfaits termes. Et après cela, Madame, demanda l'inspecteur. Je me suis dirigée vers les massifs de roses, dit-elle d'une voix douce. J'ai une affection particulière pour la reine de Suède. J'en admirais une quand j'ai entendu le cri. Je n'avais pas bougé depuis. Cray cligna des yeux. Tu n'avais pas bougé? Elle sourit faiblement. Non, inspecteur. On ne court pas en talons hauts, et puis, il y en avait déjà d'autres plus près. Je ne voyais aucun intérêt au chaos. Miss Marple, qui s'était installée innocemment dans un coin du salon Arbuthnot, leva brièvement les yeux de son tricot. C'était la première chose que Madame Lanton avait dite qui semblait apprise. Lorsque l'inspecteur partit quelques minutes plus tard, l'air vaguement insatisfait, Miss Marple s'excusa et fit une promenade tranquille dans le chemin. Son chemin, par un hasard ou quelque chose comme ça, la conduisit devant Greston Cottage. Le portail était entr'ouverte,
le jardin sauvage mais prometteur. Une rangée de toiles était appuyée contre la fenêtre de la véranda où des peintures abstraites pour la plupart mais rien ne laissait présager quoi que ce soit en cours de réalisation. Miss Marple resta un instant immobile, faisant mine de rajuster son écharpe, et observa les détails, le chemin récemment balayé, le rideau de la fenêtre de devant légèrement déplacé, comme si quelqu'un venait de s'en éloigner. Elle sourit intérieurement et continua son chemin, ses pas étouffés par le gravier. De retour au village, l'air était chargé d'histoire. Monsieur Roper avait des ennemis, disaient certains d'anciens clients avec des griefs. D'autres murmuraient qu'il n'avait plus jamais été le même depuis cette affaire de litige foncier à l'Anglais-Moore, mais personne ne se souvenait précisément de quoi il s'agissait. La femme du pasteur confia à mademoiselle Hartnell, autour d'un thé, que M. Roper avait été vu un jour à Bath avec une femme. La plupart inappropriée. Miss Hartnell, consternée et ravie, répéta cela à la femme du docteur dans l'heure. Miss Marple, quant à elle, était assise dans son salon, au bord du jardin, et réfléchissait tranquillement. Elle n'avait connu Félix Roper que vaguement, il avait géré, avec une pompe inutile, la succession d'une connaissance décédée. Il lui avait toujours semblé un homme préférant l'intelligence à la gentillesse. Mais l'intelligence, songea-t-elle, tuait rarement un homme dans une maison de campagne. Qu'est-ce qui s'était passé? Son verre n'avait pas été trafiqué Miss Marple l'avait vu le prendre sur le même plateau que tout le monde. Il n'y avait aucune blessure visible, aucun signe de violence. Un empoisonnement était toujours possible, mais peu probable dans un tel lieu public. Autre chose, donc, quelque chose de subtil. Elle venait juste de prendre son carnet, un carnet ordinaire, recouvert d'un tissu marron et utilisé uniquement pour les notes de jardinage, mais qui servait souvent à d'autres fins lorsqu'un coup sec retentit à la porte. C'était la jeune Emily Carter, pâle et nerveuse. « Je me demandais si je pouvais vous parler, Miss Marple, dit-elle en tordant ses gants. « Bien sûr, ma chère, répondit doucement Miss Marple. Viens t'asseoir. Veux-tu du thé? Emily secoua la tête. Je ne savais pas à qui d'autre parler. Je sais que ce n'est pas convenable. Mais il y a quelque chose dont je me souviens, d'hier. Ce n'est peut-être rien. Mais c'est bizarre. Miss Marple fit un geste encourageant et la jeune fille se percha sur le bord du canapé. Je revenais de la cuisine avec les sablés, commença-t-elle d'une voix un peu tremblante, et je suis passé près du pavillon d'été. Je ne regardais pas vraiment. Mais j'ai vu Monsieur Roper assis là. Seul. Ou plutôt. Pensez il était seul. Oui. Eh bien. Émilie hésita. Juste avant de me retourner, j'ai pensé, si quelqu'un se tenait derrière lui. Pas clairement, juste une silhouette. Dans l'ombre. Il se penchait légèrement, comme pour lui murmurer quelque chose à l'oreille. Mais quand j'ai regardé à nouveau, il n'y avait personne. Miss Marple était très immobile. Tu as vu de la couleur? Un manteau, un chapeau? Émilie fronça les sourcils. Je ne sais pas. Non, attends, oui. Je crois. Je crois que c'était bleu. Ou du moins, le forme du chapeau ressemblait à celui que portait Madame Lanton. Elle lança un regard effrayé à Miss Marple. Mais elle a dit qu'elle était près des roses, et les autres ont dit l'avoir vue là. Alors peut-être que je l'ai imaginé. Peut-être que oui, dit doucement Miss Marple. Mais après tout, Émilie, peut-être que non. Elle regarda la fille partir, puis se pencha en arrière et ferma son cahier. Quelqu'un avait été très intelligent, pensa-t-elle. Mais l'intelligence, contrairement à la vérité, résistait rarement à un examen discret et persistant. Et le chapeau bleu, soupçonnait Miss Marple, avait bien plus à voir avec tout cela que quiconque ne le pensait. L'enquête était prévue pour le jeudi suivant, et d'ici là, le village de Saint-Mildred-Eslan restait en état d'alerte maximale. La politesse était de mise au bureau de poste et pendant les offices de l'après-midi, mais on sentait une tension sous-jacente parcourir les ruelles et sous les haies comme un fil tendu.
Le spectre de la disparition soudaine de Monsieur Félix Roper planait lourdement non pas parce qu'il avait été aimé, mais parce que la mort, lorsqu'elle survenait sans avertissement ni cause apparente, bouleversait toujours les attentes bien établies de la vie villageoise. Madame Cécilia Arbuthnot annula son déjeuner du mercredi, un geste qui provoqua une vague d'inquiétude. Elle n'a jamais annulé en 12 ans, même pas quand l'évêque avait une indigestion, murmura Madame Dawlish en tricotant. La conversation revint rapidement à Madame Lanton, dont le moindre geste depuis le thé à la rose avait été catalogué par une douzaine d'yeux invisibles. On la vit 2 fois chez le primeur, une fois achetant des citrons, et une fois au spectacle plus scandaleux achetant un paquet de cigarettes turques. Des habitudes étrangères, gloussa Madame Pénélope Carter d'un ton désapprobateur. Ce genre de femme les a toujours. Miss Marple, quant à elle, restait sereine en apparence. Elle assistait aux vêpres, taillait ses clématites et parlait chaleureusement aux enfants devant l'école. Mais en privé, ses pensées tournaient comme du compost bien aéré. Elle avait déjà écarté l'idée d'une mort naturelle, il y avait quelque chose de bien trop délibéré dans la scène, de trop calculé dans la disposition du corps de Félix Roper. Il ne s'était pas affaissé, il avait été placé. Ce petit détail, passé inaperçu pour la plupart, la troublait plus que toute spéculation chuchotée. Elle revenait d'une promenade au cimetière lorsqu'elle reçut la visite de l'inspecteur Cray, chapeau à la main, l'air plus débraillé que d'habitude. « Mademoiselle Marple, dit-il en l'invitant dans le salon, j'avoue que je ne suis pas venu uniquement pour des raisons officielles. » Elle lui offrit une tasse de thé et un biscuit délicat. « N'importe quoi, inspecteur. Je trouve que les raisons officieuses sont souvent bien plus productives. » Il s'autorisa un sourire sec. « Vous avez parlé à Mademoiselle Carter, je suppose ? Elle est passée l'autre jour. » Elle semblait plutôt angoissée. Naturellement, je l'ai réconfortée. Elle a également mentionné avoir vu quelqu'un portant un chapeau bleu près du pavillon. Elle n'en était pas certaine, mais le sous-entendu était clair. Miss Marple hocha la tête. C'était courageux de sa part de parler, compte tenu de l'accueil qui pourrait être réservé à ses propos. Cray soupira. J'ai interrogé Madame Lanton 2 fois. Sa version n'a pas changé. Et d'autres ont confirmé l'avoir vue près des rosiers. Ça semble infaillible, à moins qu'elle n'ait un complice. Un complice ? Dit Miss Marple d'un ton doux. Il hocha la tête. C'est possible. Les documents de Roper ont suscité de l'intérêt. Plusieurs transactions juridiques, dont une cession de terrain plutôt controversée à Bath. Un bain ? Interrompit-elle. Cray hocha brièvement la tête. Oui. Une femme s'est manifestée hier, Madame Harriet Newcombe. Elle accuse Roper d'avoir mal géré le testament de son frère. Il devait y avoir un deuxième bénéficiaire, mais il a été discrètement supprimé des documents. Roper a rejeté l'idée, la qualifiant de correction administrative, mais elle affirme le contraire. Miss Marple posa sa tasse de thé. Et ce deuxième bénéficiaire ? Demanda-t-elle doucement. Cray consulta ses notes. C'est Lanton. Peut-être la même femme, mais je n'ai pas encore eu confirmation. L'esprit de Miss Marple s'agita rapidement. Ce serait un motif de taille, non ? Si elle croyait que Roper l'avait escroqué, elle ou un proche, d'un héritage. Cray lui lança un regard en coin. Tu ne crois pas que c'est une coïncidence qu'elle soit apparue dans ce village juste au moment où Roper descendait de Bath ? Je crois rarement aux coïncidences, dit Miss Marple sereinement. Surtout quand elle porte des gants coûteux. Cet après-midi-là, Miss Marple rendit visite à l'épouse du révérend Milburn, soi-disant pour s'enquérir de la brocante à venir. En réalité, elle avait une idée bien plus précise en tête. Madame Milburn, une femme bavarde qui prônait l'utilisation du sucre à la place du lait dans le thé et qui racontait toujours 1 ou 2 anecdotes, était une excellente source d'informations sur l'activité du village. Oh oui, répondit-elle à la question de Miss Marple. Madame Lanton est venue à l'église 3 fois depuis son arrivée.
Une fois pour voir les vitraux où elle a dit avoir admiré l'ange médiéval au-dessus de la chaire et 2 fois pour parler de spiritualité avec Monsieur Milburn. Curieux, murmura Miss Marple. Et qu'en pensait le vicaire? Madame Milburn parut ravie qu'on lui pose la question. Il la trouvait intense. C'était son mot. Très concentré. Presque trop, à mon avis. Elle n'arrêtait pas de parler de pardon. Et de péché. Bizarre pour quelqu'un qui loue un chalet, non? En effet, dit Miss Marple. À l'extérieur du presbytère, l'air embaumait une légère odeur de lavande et de feuilles brûlées. Miss Marple retournait lentement vers son cottage, plongée dans ses pensées. Elle se formait un tableau pas encore complet, mais les coups de pinceau devenaient plus nets. Ce soir-là, un événement survint qui perturba encore davantage le village, le cottage de Greston fut découvert non verrouillé. Un agent de police, envoyé pour confirmer les détails de la location de Madame Lanton, constata la porte d'entrée ouverte et le cottage vide. Il n'y avait aucune trace de lutte, mais plusieurs effets personnels, dont son chapeau bleu, manquaient. Le lit n'avait pas été utilisé. Les toiles de la véranda avaient disparu, et le petit tiroir de correspondance avait été vidé à la hâte. Elle s'est enfuie, annonça l'inspecteur Cray d'un ton sombre lorsque la nouvelle parvint au bureau de poste. Ce qui l'a fait passer pour une coupable. Mais Miss Marple n'en était pas si sûre. Elle resta assise tranquillement dans son fauteuil ce soir-là, son tricot intact posé sur ses genoux. Le moment était mal choisi. Si Madame Lanton avait bel et bien assassiné Félix Roper, elle avait passé un temps étrange à s'attarder dans le village, à engager la conversation, et même à se mettre en évidence. Pourquoi disparaître maintenant, alors qu'elle avait paix? Reste convaincu tout le monde de son innocence? À moins, bien sûr, qu'elle n'ait pas fui du tout. À moins que quelqu'un ne le veuille apparaître coupable. Les yeux de Miss Marple se plissèrent légèrement et elle se leva pour aller chercher une fois de plus le petit carnet de jardinage. Elle tourna la page où elle avait remarqué quelque chose d'étrange, le détail des gants couleur crème portés par Madame Lanton lors de la visite de l'inspecteur. Si Émilie se souvenait bien, la silhouette derrière Roper portait des gants bleus, vraisemblablement la même tenue que Madame Lanton avait portée auparavant. Pourtant, si Madame Lanton avait effectivement changé de vêtements avant la mort de Roper et avait été revue plus tard dans la même tenue, cela suggérait une diversion délibérée. Ou un substitut. Miss Marple a pris une autre note sous la première, qui d'autre connaissait ses habitudes, qui pouvait la passer pour elle de dos? Elle ferma le livre, son esprit déjà tourné vers le lendemain matin. Si quelqu'un avait mis en scène un meurtre pour faire croire qu'il était l'œuvre d'un nouvel arrivant, et si ce nouvel arrivant avait maintenant disparu par hasard, il était temps de découvrir qui avait le plus à gagner de la mort de Roper. Et la disgrâce de Madame Lanton. Et cela, songea Miss Marple, était rarement le motif d'un étranger. C'était généralement l'œuvre d'une personne très proche. Le lendemain matin arriva enveloppé de brume, et Saint Mildred Eslan semblait retenir son souffle. La cloche de l'église sonna pour les matines comme d'habitude, l'épicier disposa ses pommes en pyramide verte bien nette, et le courrier arriva à 8h30 précises, mais l'air était lourd d'impatience. L'absence de Madame Lanton pesait lourd dans chaque boutique et salon. Miss Marple, assise devant sa fenêtre, une chaussette à moitié finie sur les genoux, ne chômait pas. Avant le petit déjeuner, elle avait pris 3 notes, soigneusement notées dans son carnet de jardinage où aucune n'ayant trait à la plantation de bulbes. Elle écrivit ensuite une courte lettre, la couvrit de cire à la lavande et envoya le jeune Thomas de la boulangerie la remettre chez Madame Arbuthnot. La réponse arriva promptement, une invitation à déjeuner. La salle à manger de Madame Arbuthnot sentait le cirage au citron et le veau. Un portrait de son défunt mari était accroché au fond, tel un invité permanent et désapprobateur, et Cécilia elle-même était assise, toute droite, en bout de table, arborant un double collier de perles qui brillait de supériorité morale. Je pense vraiment, dit-elle entre 2 bouchées mesurées, que le départ de cette femme prouve qu'elle avait quelque chose à cacher. N'êtes-vous pas d'accord, Miss Marple? Miss Marple beurra délicatement son petit pain. Cela pourrait le prouver, oui.
Mais cela pourrait aussi prouver que quelqu'un souhaitait que nous, croire elle l'a fait. Madame Arbuthnot fronça les sourcils. Mais on l'a retrouvée disparue. Ses affaires ont été volées. Certaines de ses affaires, corrigea doucement Miss Marple. Son chapeau, par exemple. Ses gants. Le genre d'objet qu'on pourrait emporter à la va-vite, ou qu'on pourrait volontairement oublier pour suggérer la précipitation. Madame Arbuthnot pinça les lèvres. Je n'aime pas les insinuations, Miss Marple. Je trouve que ça sème la confusion. La confusion est souvent la meilleure amie d'un meurtrier, murmura Miss Marple. Après le déjeuner, Miss Marple fit un détour discret par la résidence Carter. Emily ouvrit la porte, pâle et incertaine. Elle conduisit Miss Marple dans le salon, où un châle à moitié tricoté était abandonné sur un repose-pied. Je me suis souvenu d'autre chose, dit Emily avant que Miss Marple ne puisse s'asseoir. C'est à propos du chapeau. Je n'y avais pas pensé jusqu'à maintenant. Vas-y, ma chérie. Eh bien, juste avant le service du thé, j'aidais en cuisine et j'ai traversé le couloir. C'est là que j'ai vu le chapeau de Madame Lanton accroché au crochet près de l'entrée de service. Je me souviens avoir trouvé ça bizarre, car elle le portait encore quand je l'ai vu dans le jardin 10 minutes plus tard. Les yeux de Miss Marple s'aiguisèrent, bien que son expression restât douce. Tu en es tout à fait sûr? Emily hocha la tête. Oui. Le bord avait une légère marque d'eau. Je l'ai remarqué à son arrivée. C'était indéniable. Et tu n'en as parlé à personne? Je ne pensais pas que ça avait d'importance, dit Emily. Et puis tout est allé si vite. C'est tout à fait compréhensible. Mais cela suggère quelque chose d'important, je pense. Ce soir-là, Miss Marple, assise dans son salon, réfléchissait aux implications de cette situation. Si Madame Lanton avait ôté son chapeau accroché près du couloir des domestiques, quelqu'un d'autre en avait porté un similaire au moment crucial. Et la seule fois où Madame Lanton avait été vue près de Monsieur Roper juste avant sa mort, elle portait visiblement ce chapeau. Ce qui signifiait l'une de ces deux choses. Soit Madame Lanton s'était transformée, était réapparue et avait remis son chapeau pour semer la confusion, soit quelqu'un d'autre l'avait imité par derrière. Quelqu'un proche de sa taille, de sa carrure. Quelqu'un qui avait l'occasion et une raison de détourner l'attention. Miss Marple savait, de par sa longue expérience, que les mobiles des meurtres étaient rarement romantiques ou dramatiques. La plupart des crimes, croyait-elle, étaient motivés par 3 raisons, l'argent, l'orgueil et la peur. La question était, qui, dans le village, possédait ces 3 raisons à proximité de Monsieur Roper? Elle devait considérer la situation sous un angle différent. Qui avait gagné? Cette question a reçu une réponse partielle le lendemain, lorsque l'inspecteur Cray est arrivé à sa porte, l'air à la fois triomphant et perturbé. Nous l'avons retrouvé, dit-il sans préambule. Lanton. Miss Marple l'invita à entrer, lui servit du thé et attendit avec sa patience habituelle. Elle a été découverte à Southampton, sous son vrai nom, Clara Newcombe. Elle logeait dans une petite pension et prévoyait de prendre un bateau pour Lisbonne sous un faux passeport. Elle aurait paniqué. Et a-t-elle avoué, demanda Miss Marple, non sans gentillesse. Cray secoua la tête. Non. Elle admet connaître Félix Roper grâce à l'immobilier de Bath. Elle affirme qu'il lui a coûté cher, mais ni lui avoir fait du mal. Elle affirme être venue ici pour le confronter en privé, sans intention de causer des ennuis. Miss Marple tapota légèrement sa tasse du doigt. Et a-t-elle expliqué pourquoi elle a disparu? Elle dit qu'elle se voyait devenir un bouc émissaire. Que tout le monde la croyait coupable et qu'elle craignait d'être arrêtée, quelle que soit la vérité. Une peur naturelle, songea Miss Marple. Surtout si elle reconnaissait que quelqu'un avait manigancé les choses pour la faire passer pour coupable. Cray lui lança un regard noir. Tu ne la crois pas? Je crois qu'elle n'est pas stupide, répondit Miss Marple. Et je crois qu'elle a dit la vérité, dans la mesure où cela lui convient. Cray fronça les sourcils.
Elle sera ramenée demain. Interrogée comme il se doit. Peut-être en apprendrons-nous davantage alors. Après son départ, Miss Marple réfléchit à ce qu'elle avait appris. Clara Newcombe devait autrefois hériter, selon un testament modifié par Félix Roper. Elle avait un mobile. Elle était proche. Mais sa fuite était trop visible, trop prévisible. Miss Marple n'y avait pas du tout pris goût. Elle s'est tournée vers une autre possibilité. Ce soir-là, elle rendit une visite discrète au presbytère et parla avec le révérend Milburn dans son bureau. « Révérend, dit-elle doucement, je me demande si vous pourriez m'aider à résoudre une petite énigme morale. »« Bien sûr, Miss Marple, dit-il en joignant les mains. Si quelqu'un n'a commis aucun crime réel, mais possède des connaissances qui pourraient en révéler un et garde ces connaissances cachées, est-ce que cela le rend coupable de quoi que ce soit ?» Le révérend parut pensif. La culpabilité n'est pas toujours une question de droit, Miss Marple. Dissimuler la vérité, même avec de bonnes raisons, n'est peut-être pas criminel, mais est territoire moral qui avance vers les ténèbres. En effet, dit-elle, et elle se leva. Son arrêt suivant ne fut pas consigné publiquement et Miss Marple avait toujours cru que la discrétion était plus efficace que la confrontation. Il était près de 9 heures lorsqu'elle atteignit le jardin arrière de la résidence Carter, où la porte de la cuisine était entr'ouverte. Elle tapota légèrement et attendit. Madame Pénélope Carter apparut, surprise et légèrement rouge. « Mademoiselle Marple. C'est inattendu. »« Oui, je m'excuse, » dit calmement Miss Marple. « Mais j'ai préféré être franche. Voyez-vous, je crois que vous savez qui a tué Félix Roper. Et je crois que ce n'était pas Madame Lanton. » Le visage de la femme se crispa. « Je vous demande pardon, mais qu'est-ce qui vous donne cette idée ? » « Observation, » dit simplement Miss Marple. « Votre nièce a vu quelqu'un portant un chapeau bleu près du pavillon d'été juste avant le décès. Mais le vrai chapeau de Madame Lanton était accroché à l'intérieur de votre maison à ce moment-là. Ce qui signifie que quelqu'un d'autre en portait un semblable. Quelqu'un qui avait accès à votre domicile. Quelqu'un d'assez proche pour connaître l'identité de Clara Newcombe. Avant elle l'a révélée à tout le monde ici. » Madame Carter fit un pas en arrière. « C'est absurde. »« Mais c'est vrai, » dit doucement Miss Marple. « Et je pense que votre défunt mari vous a laissé bien plus de dettes que votre fierté ne vous permettait de l'admettre. Le père de Clara Newcombe vous a un jour employé brièvement comme femme de chambre, n'est-ce pas ? Ce qui signifie que vous étiez au courant de l'héritage. Et quand vous avez compris que Clara était venue affronter Roper, vous avez vu une opportunité. Une femme contre la parole de tout un village. Et un chapeau, comme nous le savons tous les deux, peut transformer une personne en qui vous voulez au par derrière. » Les épaules de Madame Carter s'affaissèrent. « Je voulais juste l'effrayer. » murmura-t-elle. Je voulais juste qu'il admette ce qu'il avait fait. Je ne voulais pas, il s'est saisi la poitrine. Je ne l'ai pas touché. Mais vous n'avez rien dit, murmura Miss Marple. Et vous avez laissé la faute à quelqu'un d'autre. Il n'y avait aucune trace de triomphe dans sa voix. Seulement de la tristesse. Parfois, dit-elle doucement, la culpabilité ne réside pas dans ce que nous faisons, mais dans ce que nous laissons se produire. Et tandis qu'elle revenait dans les ruelles sombres du village, les étoiles commençant à percer le ciel, Miss Marple réfléchissait que si la vérité prenait souvent son temps à arriver, elle ne manquait jamais de trouver son chemin. Il était tard le lendemain matin lorsque l'inspecteur Cray revint à Saint-Mary-Mead. Malgré le bruit de sa voiture sur la place du village, il paraissait nettement moins sûr de lui que d'habitude. Le voyage depuis Southampton avait ramené Madame Clara Lanton, née Newcombe, sous escorte, même si l'indignation qu'elle exprimait laissait entendre qu'elle n'était pas venue discrètement. Miss Marple observait depuis la fenêtre de son salon l'inspecteur la conduire vers le bureau du gendarme. La femme marchait, la tête haute et le menton provocateur. Pas de gants ce jour-là, ni le chapeau bleu qui avait suscité tant de spéculations. À la place, une simple écharpe crème nouée sous son menton, un choix pratique, presque humble,
qui la faisait paraître plus petite, plus humaine. Le village s'animait derrière les rideaux et les haies, des regards scrutateurs venant de toutes parts. Deux petits garçons, perchés sur leur vélo près du monument aux morts, feignaient de s'intéresser à une partie de billes. Madame Dawlish, qui ne manquait jamais un enterrement ni un scandale, se tenait immobile derrière le rideau de dentelle de sa fenêtre, serrant contre elle un torchon qu'elle n'avait pas bougé depuis 10 minutes. Dans le bureau du gendarme, Clara était assise, le dos raide, sur le banc en bois, refusant l'offre de thé de l'inspecteur. « Je t'ai déjà tout dit, dit-elle pour la 3e fois. Je suis venue au village car je savais que Félix Roper serait présent à ce thé. Je voulais l'affronter, rien de plus. Je n'avais aucune intention de violence. Et pourtant, il était mort dans l'heure, répondit Cray. Et vous avez pris la fuite peu après. Je suis parti parce que je savais qu'on me reprocherait quelque chose. Les femmes comme moi le sont toujours. Cray haussa un sourcil. Des femmes comme toi. Des femmes qui ne mendient pas, dit-elle sèchement. Des femmes qui ne s'excusent pas de savoir ce qui leur est dû. Il soupira et se leva, arpentant lentement la pièce. Vous n'avez mentionné à personne ici que vous aviez connu Félix Roper. Que vous étiez lié par un testament contesté. Que votre nom avait été effacé du document dans des circonstances douteuses. Je n'avais pas encore décidé si j'allais l'affronter publiquement, répondit-elle. Je voulais d'abord évaluer la situation. Mais je ne m'attendais pas à un village rempli d'yeux curieux. Je ne m'attendais pas à, elle. Mademoiselle Marple? Clara hocha la tête d'un air sec. Elle voit tout, n'est-ce pas? Elle ne rate rien, mais elle vous sourit comme si elle vous proposait une recette. Cray esquissa un sourire narquois à contre-cœur. Oui. C'est une description juste. Pendant ce temps, Miss Marple s'était promenée vers la verdure, s'arrêtant brièvement pour admirer les digitales en fleurs près de l'école. Un rouge-gorge traversa son chemin en pépiant, un avertissement qui ne s'adressait à personne en particulier. Elle s'arrêta devant le portail de l'église où elle rencontra le vicaire, le révérend Milburn, qui revenait de son homélie matinale à l'hôpital du village. Quel retournement de situation, dit-il solennellement en ajustant ses lunettes. Et pourtant, je ne peux pas dire que j'ai jamais eu une idée précise du sens moral de Monsieur Roper. Miss Marple inclina la tête. Il avait une intelligence qui lui permettait de traverser la vie sans être puni. Cette intelligence n'est jamais aussi utile qu'on le croit. Le vicaire hocha la tête. Et cette femme, Madame Lanton ou Mademoiselle Newcombe, qu'en pensez-vous? Je pense, dit Miss Marple, qu'il s'agit d'une femme qui a été utilisée, puis abandonnée, et qui a décidé de ne pas laisser passer cela. Mais je ne crois pas qu'elle l'ait tuée. Le vicaire hésita. Même maintenant? Surtout maintenant. Elle le laissa au portail et remonta le chemin en direction de la maison des Carter. Elle n'avait pas encore rendu visite à Pénélope Carter depuis leur conversation privée. Il était temps de le faire, et pas seulement pour éprouver la conscience de cette femme. Émilie ouvrit à nouveau la porte, et parut surprise de la voir. Elle n'est pas chez elle, dit-elle doucement. Elle est partie, enfin, je ne sais pas où. Quand est-elle partie? Ce matin. Elle a dit qu'elle avait des courses à faire à Mushminster, mais elle a pris son grand sac à main. Et son livret de banque. Les yeux de Miss Marple se plissèrent. A-t-elle laissé un message? Émilie hésita. Juste pour dire de ne pas l'attendre avant tard. Mais... Miss Marple, il y a autre chose. Oui chérie. Émilie jouait avec le bord de son tablier. Je suis allé dans sa chambre pour l'aérer et j'ai remarqué que la porte du placard était entr'ouverte. À l'intérieur, caché derrière son manteau d'hiver, j'ai trouvé un chapeau bleu. Presque identique à celui que portait Madame Lanton. Miss Marple prit une inspiration. Tu l'as touché? Non. Mais je l'ai reconnu. Tante Pénélope le portait il y a des années, avant de devenir, avant de privilégier les couleurs plus foncées. Je comprends,
dit doucement Miss Marple. Et tu as bien fait, Emily. Elle sortit, l'esprit agité. Penelope Carter avait disparu avec son livret de banque et son sac à main, et un chapeau bleu presque identique avait été retrouvé parmi ses affaires. Ce qui s'était passé était désormais parfaitement clair. De retour au bureau du gendarme, l'inspecteur Cray s'apprêtait à libérer Madame Lanton sous surveillance conditionnelle lorsque Mademoiselle Marple arriva. « Inspecteur, dit-elle sans tarder, je crois pouvoir clarifier les choses. Puis-je parler à Madame Lanton ?» Clara leva les yeux avec un vif intérêt lorsque Miss Marple entra. Il n'y avait aucune peur dans son expression, seulement une curiosité lasse. « Je ne sais pas quoi dire de plus, commença-t-elle. »« Peut-être rien, dit gentiment Miss Marple. Mais je pense que vous devriez savoir, la femme qui s'est fait passer pour vous a fait preuve d'une grande habileté et a presque réussi à vous faire porter le chapeau. » Clara cligna des yeux. « Usurpé ? » En effet. Le chapeau bleu était la clé, bien sûr. On vous a vu le porter juste avant la mort de Robert Vu, mais seulement de dos. Quelqu'un d'autre en portait un similaire, juste assez longtemps pour être remarqué. Et il se trouve que ce chapeau ne vous appartenait pas. Il appartenait à Madame Penelope Carter. Clara se rassit sur sa chaise, stupéfaite. Elle a disparu, vous savez, continua Miss Marple. Elle a pris son livret de banque, a fait ses bagages à la hâte, prétextant des courses. Mais je pense qu'elle avait l'intention de partir définitivement. Elle a supposé, je suppose, que vous étiez également parti pour de bon. Quand elle a compris qu'on vous avait retrouvé, elle a paniqué. Mais pourquoi ? Murmura Clara. Pourquoi ferait-elle ça ? À cause de l'argent, répondit doucement Miss Marple. Et de l'orgueil. Elle croyait que Monsieur Robert avait ruiné votre famille. Peut-être craignait-elle que si vous réclamiez votre part, la vérité sur la falsification du testament éclate au grand jour et que sa propre implication, ou du moins sa connaissance, soit révélée. Peut-être pensait-elle que vous vouliez la déshonorer, elle ou son nom de famille. Ou peut-être ne supportait-elle tout simplement pas de vous voir reprendre ce qu'elle avait perdu. Cray regarda tour à tour les femmes. Elle s'est donc fait passer pour Madame Lanton, a attiré Robert au pavillon d'été, et l'a probablement menacé, conclut Miss Marple. Je crois qu'il s'est effondré sous le choc. Mais au lieu d'appeler à l'aide, elle l'a laissé mourir, puis a mis en scène la scène. Quand on vous reverrait en vrai, personne ne remettrait en question l'impression que vous aviez été seul avec lui. Cray expira brusquement. C'est une théorie audacieuse. C'est plus qu'une théorie. Dit Miss Marple. Miss Emily Carter a maintenant confirmé que le chapeau qu'elle a vu n'appartenait pas à Madame Lanton. Et si vous fouillez minutieusement la chambre de Madame Carter, vous le trouverez. Il hésita un instant, puis hocha la tête. Très bien. Je vais immédiatement lancer un ordre de recherche. Et une alerte dans les gares. Clara Lanton se leva. Sa voix était plus basse qu'avant. Je ne suis pas venue ici pour faire scandale, a-t-elle déclaré. Je voulais juste être entendue. Tu l'as fait, dit doucement Miss Marple. Finalement. Les gens comme Penelope Carter se fient au silence, mais tu as parlé, même quand ça a failli te coûter tout. Dehors, le soleil avait percé les nuages, éclairant les toits de Saint-Marie-Mide. Les ragots allaient continuer, bien sûr comme toujours, mais la vérité, au moins, commençait à émerger avec le jour. Le lendemain. Une brise légère agita la cime des arbres de Saint-Marie-Mide et fit flotter les rideaux de la chambre de Miss Marple. Elle se leva comme toujours à cette heure précise, avec une tasse de thé et un coup d'œil au baromètre, mais son esprit avait déjà plusieurs longueurs d'avance, traquant la résolution désormais en jeu. L'inspecteur Cray avait envoyé 2 agents à Mushminster la veille au soir avec pour mission de surveiller Penelope Carter. Au matin, un télégramme était arrivé. Elle avait été localisée à l'agence de la Lloyd Bank, tentant de retirer une somme importante d'un compte inactif. Selon le directeur, elle semblait perturbée,
affirmant avoir besoin de cet argent de toute urgence pour voyager et récupérer. Les agents l'avaient abordée discrètement, et elle les avait suivis sans faire de bruit, digne jusqu'au bout, même dans la défaite. Elle fut reconduite à St. Mary Mead peu avant midi, non pas dans le bureau du constable, mais discrètement dans l'arrière-salle du presbytère, où elle risquait moins d'attirer la foule. Miss Marple, ayant anticipé le moment, arriva peu après, portant un panier de scones. « Je pensais que nous aurions tous besoin de quelque chose de chaud, » dit-elle en posant le panier et en joignant soigneusement les mains. Pénélope Carter était assise dans le fauteuil à oreille du vicaire, droite comme un piquet, la bouche pincée. Son chapeau avait disparu, ses cheveux étaient relevés avec plus de hâte que de soin, et son regard brillait d'un éclat sombre et lointain. L'inspecteur Cray se tenait près de l'âtre, feuilletant ses notes. Il leva les yeux à l'entrée de Miss Marple et hocha brièvement la tête. « Miss Marple, dit-il, pourriez-vous avoir l'amabilité de nous expliquer ce qui s'est passé selon vous ? » En détail. Miss Marple jeta un regard bienveillant à Madame Carter, qui ne la regarda pas. Puis elle se tourna vers l'inspecteur. « Oui, je crois que je peux. Si vous me le permettez ?» Avec son assentiment, elle commença. Madame Carter vit dans ce village depuis quelques années. Elle est respectée, connue pour son ordre et sa générosité, notamment au sein de l'Église. Mais elle a aussi dû faire face à des difficultés financières discrètement, bien sûr, comme le font souvent les femmes de son éducation. Les investissements de son défunt mari étaient peu judicieux, et la maison était gérée non pas par les excédents, mais par une stricte économie. Jusqu'à récemment, lorsqu'un spectre du passé est apparu sous la forme de Madame Lanton, anciennement Clara Newcombe. Pénélope Carter s'agita à ces mots, mais resta silencieuse. Madame Carter a servi brièvement comme compagne du père de Clara, un homme aisé mais malade. Je crois comprendre qu'elle s'est attachée à la famille, peut-être même envieuse de leur sécurité. Au décès de M. Newcombe, elle a été discrètement renvoyée du service, et je soupçonne qu'elle a porté ce rejet pendant des années. Lorsque Félix Roper modifia le testament de M. Newcombe, en retirant Clara, Madame Carter, qui avait peut-être une idée de l'intention initiale, dut y voir l'injustice ultime. Qu'elle soupçonna une fraude ou qu'elle en veuille simplement que Clara ait été traitée avec tant de froideur, elle développa, avec le temps, un sentiment de rancœur. Et lorsque Clara réapparut à Saint-Mary-Mead sous un autre nom, ce ressentiment se transforma en quelque chose de bien plus sombre. L'inspecteur Cray croisa les bras. « Vous croyez que Madame Carter l'a reconnue immédiatement ? » « Oui, oui, » répondit Miss Marple. Elles se sont brièvement rencontrées au thé à la rose. Il y avait suffisamment de similitudes pour qu'on les reconnaisse, surtout pour quelqu'un qui connaissait la famille. Mais au lieu d'affronter Clara, Madame Carter a pris une décision, empreinte de peur et de fierté. Elle a profité de l'anonymat de Clara et de la curiosité qui l'envahissait déjà. Elle a sorti un vieux chapeau de son armoire presque identique à celui que portait Clara et s'en est servi pour se faire passer pour elle. Cray hocha lentement la tête. Vous insinuez que la personne aperçue près du pavillon juste avant la mort de Roper n'était pas Clara, mais Madame Carter. En effet, dit Miss Marple. Le chapeau était la clé. Miss Emily Carter l'a repéré, accroché à l'entrée de la cuisine, à un moment où Clara était censée le porter. Ce qui n'était pas le cas. Le vrai chapeau de Clara était assez distinctif, il avait une légère tache sur le bord. Celui que Miss Emily a vu était propre et n'avait probablement pas été touché depuis des années. La voix de Pénélope Carter, lorsqu'elle retentit, était rauque. « Je ne l'ai pas tué. »« Je le crois, » dit doucement Miss Marple. « Mais vous l'avez effrayé. Vous l'avez confronté dans le pavillon d'été, menaçant peut-être de le dénoncer. Et il, déjà malade, a fait un arrêt cardiaque. » Madame Carter eut un rire creux. « Il s'est moqué de moi. C'est ce dont je me souviens. J'ai dit que je raconterais à tout le monde ce qu'il avait fait, comment il avait pris ce qui ne lui appartenait pas, et il a juste souri. Il a dit que personne ne croirait un vieux compagnon qui n'était même pas présent lors de la signature du testament. Et ensuite ?
demanda Cray. Je me suis retourné pour partir. Il se tenait la poitrine. J'ai cru qu'il faisait semblant. Vraiment. J'ai cru qu'il se moquait de moi. Mais quand j'ai regardé en arrière, il était affaissé en avant. Et j'ai paniqué. Tu n'as pas appelé à l'aide, dit doucement Miss Marple. Je ne savais pas quoi faire. Elle se frotta les mains. Il était mort. Ou mourant. Et puis je me suis dit, s'il était mort là, et si quelqu'un avait vu le chapeau? Eh bien. Ce serait sa parole contre la mienne. Et elle n'avait même dit à personne qui elle était vraiment. Alors vous avez laissé passer l'occasion, dit Miss Marple. Vous l'avez laissée telle qu'elle et avez laissé le village tirer ses propres conclusions. Vous avez laissé Clara Lanton devenir la suspecte idéale. Il y avait un silence dans la pièce, lourd et froid. J'avais l'intention de partir le lendemain matin, dit doucement Pénélope. Mais quand Clara a disparu la première, j'ai cru que c'était fini. Je me suis dit, qu'elle s'était peut-être enfuie. Peut-être que j'étais libre. Cray la regarda longuement, puis se tourna vers Miss Marple. Je pense que ça suffit pour l'instant. Miss Marple se leva, l'air indéchiffrable. Elle ne sera pas pendue, inspecteur. Non, dit-il d'un ton sombre. Mais elle sera jugée. Alors qu'ils escortaient Pénélope Carter hors du presbytère, Miss Marple resta derrière, fixant la tasse de thé vide dans laquelle elle n'avait jamais bu. La vérité avait, comme toujours, éclaté au grand jour. Mais elle n'apportait aucun plaisir. Cet après-midi-là, Clara Lanton arriva au cottage de Miss Marple. Elle portait à nouveau son propre chapeau, celui avec la légère marque sur le bord, et ses mains tremblaient légèrement lorsqu'elle accepta le thé offert. « Je ne sais pas si je dois te remercier ou te maudire, » dit-elle en parvenant à esquisser un pâle sourire. « Je ne recommande jamais cette dernière option, » répondit doucement Miss Marple. « Elle gâche le goût du biscuit. » Clara eut un petit rire. « C'est étrange. Je suis venue ici dans l'espoir de réparer quelque chose. Et pourtant, je me suis retrouvée accusée de meurtre. Les gens croient souvent ce qu'on leur dit de croire, a déclaré Miss Marple. Surtout lorsque l'histoire correspond à leurs attentes. Clara la regarda. Tu crois que je serai à nouveau la bienvenue ici? Peut-être pas partout, admit Miss Marple. Mais avec le temps, le village oubliera son drame. C'est toujours le cas. Et puis, il y a d'autres endroits. De meilleurs. Clara prit sa tasse de thé et la stabilisa. Me croiriez-vous si je vous disais que je n'ai jamais rien peint de ma vie? Miss Marple bloussa. Oui, je le pensais. Mais vous avez joué le rôle à merveille. J'avais besoin d'être autre chose, dit Clara. Autre chose que la fille qui avait tout perdu. Miss Marple fit un petit signe de tête approbateur. Et maintenant, vous avez découvert autre chose, une vérité qui vous appartient. Clara regarda par la fenêtre. La brume s'était entièrement dissipée et, au-delà de la haie, les enfants jouaient à nouveau sur la pelouse, comme si personne n'était jamais mort. C'était, pensait Miss Marple, la façon dont le monde fonctionne, la paix revient lentement, après que la vérité ait fait son difficile travail. Les jours qui suivirent reprirent lentement le calme de Saint-Marimide, mais la paix était de ce calme tendu et fragile qui précède un orage d'été. Bien qu'aucune sirène n'ait retenti et que le journal du village se soit contenté de publier un vague avis concernant une enquête sur la mort subite de Monsieur Félix Roper, chacun en savait plus qu'il ne le disait et en disait bien plus qu'il ne le savait. Madame Pénélope Carter resta confinée chez elle, sous caution officielle. L'accusation n'était pas de meurtre. L'inspecteur Cray avait convenu avec mademoiselle Marple qu'il n'existait aucune preuve concluante de préjudice direct mais plutôt d'entrave à la justice et de tromperie malveillante, deux chefs d'accusation suffisants pour la traduire devant le magistrat. On la voyait rarement à sa fenêtre désormais, et on parlait encore moins d'elle au-delà d'un murmure. La jeune Emily Carter supporta le poids du scandale avec un courage mesuré. Elle vaquait à ses courses en silence, ne s'arrêtant plus pour bavarder chez le marchand de légumes ni pour s'attarder à la poste.
Miss Marple la croisa un matin près du cimetière et lui adressa un doux sourire. « Tu n'as aucune raison d'avoir honte, ma chère, dit-elle simplement. Tu as vu la vérité et tu ne l'as pas fui. Cela demande de la force. » Émilie cligna rapidement des yeux, puis hocha la tête. « Merci, Miss Marple. J'espère seulement que c'était suffisant. » Pendant ce temps, Clara Lanton, encore appelée dans la plupart des milieux, cette femme de Greston, n'était pas retournée à son cottage depuis sa libération. On avait fait venir ses affaires et les stores étaient restés baissés. On disait qu'elle était partie séjourner quelque temps à Bath et que son avocat étudiait un éventuel recours contre le cabinet de feu Monsieur Roper. Son succès était incertain, mais on disait, même dans les milieux juridiques, que les agissements de Roper n'avaient pas toujours été irréprochables. Miss Marple, cependant, s'intéressait moins à la justice qu'à la réparation morale. Et elle sentait qu'un aspect de la question restait curieusement hors sujet. Ce souvenir lui est venu tard un après-midi, alors qu'elle taillait ses camélias, et il ne lui est pas venu à l'esprit comme une révélation dramatique, mais comme une question silencieuse et persistante. Pourquoi Pénélope Carter a-t-elle attendu le thé à la rose pour agir? Si elle avait reconnu Clara Lanton plus tôt et Miss Marple en était certaine, pourquoi n'avait-elle pas agi plus tôt? Pourquoi ne pas risquer une confrontation en public, en plein jour, sous tant d'yeux? Pourquoi ne pas aller voir Roper en privé, ou mettre en scène son imitation à une heure plus discrète? Cette question tournait sans cesse dans son esprit jusqu'à ce qu'elle pose son sécateur et prenne son carnet de jardinage. Elle retourna à la page où elle avait dressé la liste des invités à la réception de Madame Arbuthnot, esquissant leur position comme des pièces sur un échiquier. Félix Roper était arrivé à l'heure, prenant le thé avec Cécilia Arbuthnot et discutant brièvement avec Madame Lanton près des lauriers. Quelques témoins se souvenaient de l'avoir entendu brusquement avec elle, sec, dit l'un. Irrité, dit un autre. Mais personne n'avait perçu de dispute, seulement un étrange silence entre eux avant qu'elle ne se détourne. C'est peu après qu'il s'était dirigé vers le pavillon d'été. Seul, avait-on supposé. Mais pas tout à fait seul, comme le prouva plus tard Emily Carter. Quelqu'un l'Y avait rejoint. Quelqu'un portant un chapeau familier. Miss Marple tourna la page et commença une nouvelle liste. Non pas celle des suspects, car cette partie de l'affaire avait été résolue. Mais celle des questions restées sans réponse. Qu'a dit exactement Pénélope Carter à Félix Roper dans la maison d'été? 2. Est-ce seulement la menace d'être exposée qui a provoqué son effondrement? 3. Et le plus urgent, avait-elle vraiment agi seule? Cette dernière question la troublait. L'imitation exigeait de l'audace, certes, mais aussi du timing et de la coordination. Quelqu'un pour détourner l'attention. Quelqu'un pour franchir discrètement l'entrée latérale, récupérer le chapeau et apparaître au bon moment sans se faire remarquer. C'était possible, mais difficile pour une seule personne d'y parvenir aussi parfaitement. Miss Marple tapota son carnet avec son crayon. Puis elle se leva, épousseta ses jupes et traversa la pelouse jusqu'à la poste. Monsieur Tilling, qui tenait le comptoir, la salua joyeusement. Mademoiselle Marple. Belle journée. Que puis-je faire pour vous? Juste une petite question, Monsieur Tilling. Le jour du thé à la rose de Madame Arbuthnot, vous souvenez-vous qui a posté le courrier de la famille Carter? Il fronça les sourcils et se frotta la nuque. Laisse-moi réfléchir. Il y avait un paquet, je crois, qui est parti avec le 16h. La jeune Émilie la porte habituellement, mais ce jour-là. Il claqua des doigts. Maintenant que tu le dis, c'était Madame Carter elle-même. Elle l'a déposé à la main. Bizarre, maintenant que j'y pense. Miss Marple hocha la tête. Merci, Monsieur Tilling. C'est très utile. Elle est rentrée chez elle et est restée assise, très immobile, à reconstituer le tout. Si Pénélope Carter était allée à la poste avant le thé à la rose commença, puis le chapeau bleu n'était plus dans le placard quand Émilie l'y vit. Le chapeau devait être placé dos à sa place après l'événement. Cela signifiait que Madame Carter avait de l'aide quelqu'un qui récupéra le chapeau,
le rendit et contribua à l'illusion. Quelqu'un qui avait facilement accès à sa maison. Quelqu'un qui, jusqu'à présent, était passé inaperçu. Emily. Les yeux de Miss Marple restèrent fermés pendant un long moment. La jeune fille était venue la voir par peur. C'était vrai. Mais avec le recul, Miss Marple réalisait avec quel soin Emily avait façonné son récit. Elle s'était souvenue du chapeau, mais bien plus tard. Elle s'était souvenue d'avoir vu quelqu'un derrière Robert, mais de manière indistincte. Elle avait juste assez révélé l'existence de Clara, tout en protégeant sa tante. Et lorsque ce soupçon s'est avéré infondé, elle a donné juste assez pour se débarrasser à nouveau du fardeau. Une performance soignée. Le lendemain, Miss Marple a invité Emily à prendre le thé. Ils étaient assis sous le treillis dans le jardin arrière, les abeilles bourdonnant paresseusement autour du chèvrefeuille, l'air chaud et épais à l'approche de l'été. « Emily, dit doucement Miss Marple, je me demandais si vous pourriez m'aider. » Une précision. « Bien sûr. » dit Emily, les mains jointes sur ses genoux. « Vous avez mentionné avoir vu le chapeau accroché près de la porte de la cuisine, avant le thé à la rose. » Oui. Juste avant de sortir avec les sablés. Mais le maître de poste m'a dit que ta tante avait apporté le courrier juste avant le goûter. Ce qui suggère qu'elle avait déjà utilisé le chapeau à ce moment-là, à moins qu'il n'ait été remplacé par la suite. Les doigts d'Emily se recourbèrent légèrement. Je suppose qu'elle l'a peut-être porté plus tôt, dit-elle après une pause. Pour l'essayer, peut-être. Miss Marple pencha la tête. Oui. Ou peut-être l'a-t-elle confiée à quelqu'un d'autre, puis l'a-t-elle reprise une fois l'acte accompli. Emily retint son souffle. Je ne sais pas ce que tu veux dire. Miss Marple s'avança, sans méchanceté, et toucha sa main. Ma chère, je comprends. Vraiment. Tu croyais que ta tante avait été lésée, que le monde l'avait ignorée pendant des années. Quand Clara est apparue, belle et sûre d'elle, avec un passé que ta tante détestait, cela a dû ressembler à une forme de justice. Une chance de rétablir l'équilibre. Les yeux d'Emily étaient maintenant grands ouverts et humides, sa gorge tremblait. Je ne voulais blesser personne, murmura-t-elle. Je voulais juste aider. Je pensais qu'on pourrait l'effrayer, juste assez pour qu'il avoue. Je vous crois, dit Miss Marple. Mais dès que Monsieur Robert s'est effondré, votre tante a choisi le silence. Et vous l'avez aidé à le garder. Emily s'essuya les yeux. Je suis vraiment désolé. Je sais, ma chère, dit Miss Marple en lui tapotant la main. Mais la vérité, une fois enfouie, s'alourdit avec le temps. Il vaut toujours mieux la laisser respirer. Et tandis que les ombres s'allongeaient sur le jardin et que les oiseaux du soir se mettaient à chanter, Miss Marple reprit discrètement son tricot, le monde reprenant peu à peu sa forme normale. Le pire était passé. Mais elle ne confondrait plus jamais le silence avec l'innocence. Le village de Saint-Marie-Mide n'oublia pas le scandale de sitôt, mais il fut étonnamment prompt à en atténuer les signes extérieurs. 2 semaines après l'arrestation officielle de Penelope Carter et le retrait discret d'Emily de la scène publique, les rumeurs s'étaient atténuées, s'arrondissant comme des pierres usées. Le cercle de lecture des dames reprit ses réunions avec toutefois une chaise visiblement vide et Madame Arbuthnot, après une période de deuil appropriée pour la perturbation de son thé au jardin, entreprit d'organiser une fête d'automne avec des guirlandes supplémentaires, comme si les festivités pouvaient effacer ce que les souvenirs ne feraient pas. Miss Marple, quant à elle, ne parlait de l'affaire que si on la lui demandait, et même alors, seulement en termes très vagues. Elle croyait que la vérité, une fois dévoilée, n'avait besoin ni d'embellissement ni de vantardise. Mais dans sa solitude, elle ne pouvait s'empêcher de réfléchir à la vérité finale et troublante qu'Emily avait révélée. Non pas qu'elle la surprenne, mais parce qu'elle faisait écho à un schéma qu'elle avait déjà observé à maintes reprises. Elle savait qu'il existait 2 sortes de complices dans le monde, ceux qui agissaient par égoïsme et ceux qui agissaient par amour. Emily avait été la seconde, et c'était souvent, pensait Miss Marple, la plus dangereuse.
C'était un sentiment qu'elle portait en elle ce jeudi matin alors qu'elle se dirigeait vers la bibliothèque du village, un modeste bâtiment en briques qui sentait bon le vieux cuir et le cirage. Elle venait de rentrer de Cranford et lorgnait une biographie d'Elizabeth Free lorsqu'une voix douce interrompit ses pensées. « Mademoiselle Marple ?» Elle se retourna et trouva Clara Lanton debout à côté d'elle, vêtue d'un gris doux, les cheveux plus lâches qu'auparavant. Le chapeau bleu, désormais si tristement célèbre, avait disparu. « Je ne m'attendais pas à vous revoir, » dit Miss Marple avec une chaleur sincère. « Vous êtes de passage ?» Clara hésita. « En fait, je suis venue pour rester. » Miss Marple haussa un sourcil délicat. « Oh. J'ai pris une chambre à la maison Dowey, pour l'instant, » dit Clara. « Je pense ouvrir un petit atelier d'art ou plutôt, en louer un et enfin apprendre à manier un pinceau. À vrai dire, l'idée me plaisait plutôt. » Miss Marple sourit. L'art, comme le mystère, commence souvent par la simulation. Ils restèrent assis quelques minutes dans l'alcôve du fond de la bibliothèque, un endroit habituellement réservé aux lecteurs silencieux et aux occasionnels parties d'échecs. Tr. le vicaire et Monsieur Entwistle. Clara croisa soigneusement ses mains gantées sur ses genoux. « J'ai beaucoup réfléchi à ce que vous avez dit, » dit-elle. « À la façon dont les gens croient ce qui leur convient. C'est quelque chose que j'ai pleinement appris ces dernières semaines. » Miss Marple hocha la tête. « La croyance est un outil très utile. Et très dangereux. J'étais en colère en arrivant ici, » a admis Clara. Je pensais retrouver Félix Roper et lui faire admettre ce qu'il avait fait. Mais je voulais aussi qu'il ressente le poids de ce que j'avais perdu. Et quand il est mort, je ne l'ai pas pleuré. Non, répondit Miss Marple d'une voix douce. Mais deuil et justice sont rarement liés. Clara baissa les yeux. Je suis vraiment désolée pour Émilie. Moi aussi, dit Miss Marple. Même si je soupçonne qu'avec le temps, elle comprendra pleinement le poids de ses choix. La jeunesse a tendance à imaginer que l'amour justifie tous les actes. Mais le véritable amour est plus discret. Moins théâtral. Plus douloureux. Ils se séparèrent peu après, mais cette rencontre laissa Miss Marple songeuse. Ce soir-là, tandis qu'elle cousait le bout d'une chaussette en laine et écoutait le faible tic-tac de la pendule, elle songea que le boîtier avait failli lui échapper des mains. Tant de choses avaient dépendu de l'observation d'un seul détail, le chapeau. Si Émilie avait choisi un autre moment pour se manifester, ou si Clara avait simplement quitté le village une heure plus tôt, la vérité aurait pu rester à jamais obscure. C'était une pensée qui donnait à réfléchir. Même les villages les plus innocents, avec leurs rideaux de dentelle et leurs confitures de rhubarbe, pouvaient abriter une certaine pourriture sous la surface. Elle allait se coucher lorsqu'on frappa à la porte. C'était un coup sec et délibéré, pas le coup précipité d'un enfant ni le coup de poing officieux d'un agent de police. Elle ouvrit la porte et trouva l'inspecteur Cray debout dans la lumière du lampadaire. « Je vous présente mes excuses pour l'heure, mademoiselle Marple, » dit-il en ôtant son chapeau. « Mais je pensais vous apporter ceci personnellement. » Il lui tendit une petite enveloppe. À l'intérieur se trouvait un mot, écrit d'une écriture fine et droite. À mademoiselle Jane Marple, je ne peux pas défaire ce que j'ai fait. Mais je suis reconnaissant que tu n'aies pas pris mon silence pour de la cruauté. C'est ce qui est arrivé, au final, mais ce n'est pas comme ça que ça a commencé. Veuillez accepter mes excuses et ce petit merci. J'espère que vous comprendrez pourquoi je dois partir. E.C. Miss Marple leva les yeux du mot. Elle est partie ? Cray hocha la tête. Partie ce matin par le train de 6h10 pour Londres. Nous en avions assez pour l'accuser de complot, mais, le procureur a accepté de ne pas poursuivre. À condition qu'elle ne revienne pas. L'expression de Miss Marple était indéchiffrable. Et où ira-t-elle ? Pas clair, dit Cray. Mais elle est jeune. Elle trouvera sa place, si elle le souhaite. Miss Marple poussa un léger soupir. Elle était intelligente. Pas criminellement, mais dangereusement intelligente, à moitié consciente, à moitié honteuse.
C'est toujours le genre de personne le plus difficile à cerner. Elle aurait pu faire une bonne détective dans une autre vie, a déclaré Cray. Miss Marple esquissa un léger sourire. Ou une secrétaire très efficace. Ils ont partagé un moment de calme, la brise soufflant faiblement le long de la ruelle. Alors que Cray s'apprêtait à partir, il marqua une pause. Une chose me laisse encore perplexe, dit-il. Si la confrontation de Penelope Carter avec Roper n'avait pour but que de l'effrayer, pensez-vous qu'elle ait voulu autre chose? Qu'elle voulait sa mort? Miss Marple mit longtemps à répondre. Non, dit-elle enfin. Je crois qu'elle voulait le blesser avec des mots, pas avec la violence. Mais l'orgueil peut être plus cruel que le poison, inspecteur. Et certains hommes ne sont pas assez forts pour y résister. Après son départ, elle resta un moment dans son couloir, à regarder la petite enveloppe. Lorsqu'elle revint enfin à sa chaise, elle ajouta une nouvelle page à son carnet. Cette fois, elle n'écrivit aucun nom, seulement une courte phrase. Ce n'est souvent pas le crime qui détruit, mais le silence qui le suit. Puis elle plia soigneusement la page, la rangea et reprit son tricot. Dehors, St. Mary Mead exhalait dans la pénombre ses secrets, pour l'instant, enfouis sous les haies bien taillées et les allées de gravier. Mais Miss Marple, comme toujours, restait vigilante. Le monde dépendait de petites choses, un chapeau, un mensonge, une gentillesse dissimulée. Et dans ce monde, elle serait toujours en train de regarder. L'été s'approfondissait à St. Mary Mead, dorée et parfumée, emplie de chants d'oiseaux, de haies taillées et du tintement lointain des tasses attées sur leur soucoupe. En apparence, tout avait repris son rythme habituel. Le scandale de la mort de M. Félix Roper, les fausses accusations contre Clara Lanton et la révélation choquante sur la famille Carter s'étaient discrètement intégrés à la vie du village, lissés comme les plis d'un linge bien amidonné. Mais toutes les cicatrices n'étaient pas visibles. Miss Marple, qui savait mieux que quiconque que cette époque ne guérissait pas tant qu'elle ne dissimulait rien, vaquait à ses occupations avec sa sérénité habituelle. Pourtant, même elle ne fut pas insensible aux conséquences. Une retenue nouvelle régnait dans la manière dont les villageois se saluaient, un léger silence avant les acclamations habituelles, comme si chacun avait été rappelé que même les visages les plus familiers pouvaient cacher des secrets. Elle le remarqua à la façon dont Madame Dawlish baissait la voix en parlant de la résidence Carter, désormais fermée et silencieuse. Elle le remarqua à l'absence de Madame Penelope Carter du banc qu'elle occupait autrefois chaque dimanche, et à la façon dont la chorale avait subtilement réorganisé ses sièges pour combler le vide sans commentaire. Elle le remarqua aussi à la politesse forcée avec laquelle certains voisins parlaient de Clara Lanton, hésitant encore visiblement à la traiter comme une femme lésée ou comme une étrangère tolérée. Clara, quant à elle, n'avait pas cherché à reprendre sa place. Elle avait laissé son bail à Greston Cottage expirer et avait pris une chambre à Dowe House, où elle pouvait se tenir à l'écart de la routine du village tout en conservant une présence polie. Elle s'était mise à dessiner sérieusement principalement des paysages et des études florales, qu'elle n'osait encore montrer à personne mais faisait de longues promenades le long des haies où les abeilles de fin d'été bourdonnaient paresseusement parmi les fleurs. Miss Marple la rencontra un matin près de la porte du cimetière, un panier à la main. « Bonjour », dit Clara avec le genre de sourire que l'on apprend à arborer après avoir été chuchoté à son sujet. Miss Marple lui répondit avec une douce chaleur. « Envie de fleurs sauvages ? Oui. Il y a quelque chose d'apaisant dans leur simplicité, tu ne trouves pas ? Elles poussent sans chichi. Personne ne leur dit où elles doivent être. » Les yeux de Miss Marple pétillèrent. « Il y a beaucoup de choses qui valent la peine dans la vie, ma chère. » Clara hésita, puis demanda, « Crois-tu que j'aurai un jour vraiment ma place ici ? » Cela dépend. Dit Miss Marple, si vous pensez que l'appartenance est quelque chose qui vous est donné ou quelque chose que vous construisez. Elles se séparèrent peu après, mais la question resta en tête longtemps après son retour au salon. Elle savait que pour certains à Saint-Mary-Mead, Clara serait toujours « la femme au chapeau bleu ». Celle qui était arrivée mystérieusement, qui avait failli être accusée de meurtre et qui avait laissé derrière elle une foule de questions auxquelles personne n'avait le courage de répondre pleinement.
Mais Miss Marple savait aussi autre chose, les réputations dans les villages s'estompaient comme la craie sur la pierre. Avec le temps, l'histoire de Clara risquait de s'estomper, la vérité devenant une simple suggestion, jusqu'à ce qu'un jour on se souvienne d'elle comme d'une femme tranquille, aimant les fleurs et marchant seule. Cela, pensa Miss Marple, serait suffisant. Ce n'est que plusieurs jours plus tard que la dernière pièce du puzzle s'est mise en place, non pas un indice sur le mystère, car celui-ci avait été résolu depuis longtemps, mais plutôt un indice sur le village lui-même. Miss Marple avait reçu une invitation pour le thé au presbytère, un rendez-vous régulier et généralement agréable. Cette fois, le révérend Milburn lui avait expressément demandé de venir un peu plus tôt. À son arrivée, elle le trouva dans son bureau, une fine enveloppe posée sur la table entre eux. « Il a été envoyé à l'église, dit-il. Pas d'adresse de retour. Je l'ai ouvert parce que l'écriture m'était familière et parce que je soupçonnais que cela pouvait vous concerner. » Miss Marple a ramassé la lettre. C'était d'Emily Carter. « Révérend Milburn, veuillez pardonner cette intrusion. J'écris uniquement pour arranger les choses, maintenant que le temps et la distance me permettent d'y voir plus clair. Je sais que je ne peux pas revenir en arrière. Mais je sais aussi que la personne qui mérite d'être comprise, ce n'est pas moi, mais Clara. Elle n'a pas élevé la voix. Elle n'a pas accusé. Même quand elle avait toutes les raisons de le faire. Elle a simplement attendu. Et enduré. Miss Marple connaissait la vérité, mais elle m'a traité avec douceur, alors qu'elle aurait pu qualifier cela de cruauté. C'est quelque chose que je n'oublierai pas. S'il vous plaît, dites-lui que je ne reviendrai pas. J'ai trouvé du travail à Londres, et même si la ville est parfois cruelle, elle ne pose pas de questions à chaque coin de rue. Merci pour votre gentillesse. Miss Marple plia lentement la lettre, son visage indéchiffrable. Puis-je le garder, demanda-t-elle. Bien sûr. Elle glissa l'enveloppe dans son sac sans un mot de plus. Le thé qui suivit fut agréable, mais les pensées de Miss Marple s'égarèrent souvent. La confession d'Emily, bien que tardive et discrète, marquait un acte de courage discret. Et peut-être offrait-elle l'espoir que la jeune fille, si longtemps prisonnière de l'amertume de sa tante, puisse désormais accéder à sa propre lumière. Elle ne parla de la lettre à personne, pas même à Clara. Elle la rangea soigneusement dans le tiroir de son bureau, parmi d'autres fragments d'autres affaires, une fleur séchée de l'affaire de la veuve de Wrexham, un billet de train de l'entreprise contenant les clés de l'organiste, et une page arrachée d'un recueil de cantiques ayant autrefois servi à cacher une note qui avait mené à un meurtrier. Ce n'étaient pas des trophées. Miss Marple ne les aurait jamais considérés comme tels. C'étaient des rappels. De la vérité. De la douleur. De la coexistence, même dans les villages tranquilles, de l'ombre et de la lumière, et de la justice non seulement une question de fait, mais aussi de cœur. Plus tard dans la semaine, Madame Arbuthnot est passée pour livrer un pot de gelée de coin et est restée plus longtemps que nécessaire, comme elle le faisait souvent. J'espère vraiment, Jane, dit-elle en prenant le thé, que nous n'aurons plus de ces, comment les appellerai-je? Perturbations. Le village n'est tout simplement pas un endroit pour commettre un meurtre. Miss Marple remuait doucement son thé. Non, ce n'est pas le cas, dit-elle. Mais ça ne l'empêche pas de venir. Madame Arbuthnot soupira. Vous avez tout à fait raison, bien sûr. Néanmoins, je serais ravi de voir la fête se dérouler comme prévu. Un vrai sens de l'ordre. Et je pense que les banderoles remonteront le moral de tout le monde. J'en suis sûr, dit Miss Marple. Une fois son visiteur parti, Miss Marple se leva et sortit dans son jardin. Les roses s'épanouissaient dans des tons roses et crème délicats, l'air était chargé d'un parfum de lavande. Le monde semblait restauré, à sa manière. Pas parfait, mais à nouveau équilibré. Ainsi, les ombres dissipées et le mystère replacé dans le rythme paisible de la vie villageoise, Miss Marple retourna à ses fleurs, à son tricot et à sa vigilance silencieuse. Carassin. Mary Mead, où tout semblait inoffensif et chaque sourire familier,
le moindre détail pouvait encore faire pencher la balance. Mais pas pendant que Miss Marple regardait. La fête du village eut lieu par une belle matinée de septembre, une de ces journées fraîches et propres qui faisaient flotter joyeusement les banderoles et scintiller la limonade dans ses bocaux. La verdure avait été transformée, des tables garnies de confitures, de tricots et de stands de romans policiers. Des tentes blanches abritant des services à thé et des tableaux d'amateurs, des enfants s'élançant entre les anneaux de croquet tandis que leur mère marchandait le prix du chutney. Toussaint. Marie-Mide était venue, sinon en pleine joie, du moins avec la ferme détermination de montrer que la normalité était revenue. Miss Marple se tenait sous un auvent rayé, une délicate tasse d'Earl Grey à la main et un châle sur les épaules malgré le soleil. Son regard parcourait lentement le champ, absorbant tout, la façon dont M. Tying s'attardait un peu trop près de la tente à gâteaux, la raideur avec laquelle Madame Dawlish saluait Clara Lanton près de la table d'évaluation des roses, la distance prudente toujours observée par plusieurs paroissiens parmi les plus conservateurs. Clara, à son honneur, supporta tout cela avec assurance. Elle avait présenté une de ses nouvelles aquarelles ou une représentation douce de Greston Cottage vue à travers un voile de brume automnale au concours local. Elle n'avait pas gagné, mais avait obtenu une mention honorable, et Miss Marple avait entendu au moins 2 dames du cercle de bridge la dire, vraiment de très bon goût. Le progrès, à sa manière lente et progressive. Vous devez être ravi, dit le révérend Milburn en apparaissant aux côtés de Miss Marple. Le village se rétablit, comme vous l'aviez annoncé. Ce n'est pas guérir, corrigea doucement Miss Marple. Il s'agit de se rappeler comment se comporter. Il rit doucement. Ce qui, je suppose, n'est pas tout à fait la même chose, selon vous. Pas tout à fait, non. Elle sirota son thé, puis baissa la tasse. Avez-vous eu des nouvelles d'Emily Carter, a-t-elle demandé. Le vicaire secoua la tête. Plus depuis la lettre. J'imagine qu'elle souhaite tourner la page. Miss Marple hocha la tête. J'espère qu'elle comprendra que le passé n'est pas quelque chose qu'on peut fuir. C'est quelque chose qu'on doit finir par se pardonner. Il la regarda un instant, pensif, puis dit, vous avez vu bien des fins pareilles, Miss Marple. Est-ce qu'elles deviennent plus faciles? Elle sourit, mais son sourire n'atteignit pas ses yeux. Non, révérend. Mais ils deviennent plus familiers. Il la quitta alors, appelé pour régler un différend mineur au sujet des tartelettes à la confiture. Miss Marple poursuivit son chemin, sans se presser, sa présence remarquée par tous et sans être remise en question par personne. Au fond du jardin, Clara Lanton se tenait près de son tableau, hochant poliment la tête tandis que les villageois lui adressaient de légers compliments. Miss Marple s'approcha d'elle à un moment où personne d'autre ne se trouvait à proximité. « Félicitations », dit-elle. « C'est une très belle pièce. » Clara se tourna vers elle avec une réelle chaleur. « Merci. C'était une sorte d'expérience, travailler de mémoire plutôt qu'étudier directement. Je trouve cela plus facile comme ça. La mémoire révèle souvent ce que l'œil ne voit pas, a déclaré Miss Marple. Clara hésita, puis demanda doucement, tu crois que c'est vraiment fini? Que les gens vont oublier? Ils n'oublieront pas, dit doucement Miss Marple. Mais ils s'habitueront à se souvenir. C'est déjà ça. Ils restèrent un moment ensemble, observant la fête tourbillonner autour d'eux. La musique avait commencé au kiosque légère, joyeuse, parfois fausse. Un enfant poussa un cri de joie en gagnant une noix de coco, et Madame Blodgett annonça les numéros de la tombola avec une autorité solennelle dans un mégaphone emprunté. « Je me demande parfois ce qui serait arrivé, » murmura Clara, « si je n'étais pas venue. Si j'avais laissé tomber. Si j'avais oublié le passé. » Miss Marple regarda à travers le verre, les voisins rassemblés pour bavarder, le vicaire faisant semblant de goûter chaque génoise, la façade soigneusement mise en scène de l'harmonie rurale. « Je pense que quelqu'un d'autre aurait souffert, » a-t-elle dit. Quelqu'un d'autre aurait été blâmé pour quelque chose qu'il n'avait pas fait. Et la vérité, quelle qu'elle soit, serait toujours là, sous la surface. Clara hocha lentement la tête.
J'ai pensé à peindre des personnages ensuite. Des portraits. Miss Marple sourit. C'est bien plus difficile que des fleurs. Mais plus révélateur aussi. La réponse de Clara fut interrompue par un cri près de la tente du jury, un pot de confiture manquant ou une frontière de guirlande contestée. Miss Marple s'excusa en touchant doucement le bras de Clara et se fraya un chemin à travers la foule, se laissant envelopper par les sons et les images de la fête comme un châle. Mais alors même que les rires montaient, alors même que le village accomplissait ses petits rituels de continuité, elle sentit l'attrait d'autre chose, de quelque chose de plus calme. Non pas un mystère, cette fois, mais un souvenir. Tard dans l'après-midi, elle rentra chez elle, retira ses gants et s'assit dans le fauteuil à haut dossier près de la fenêtre. Dehors, les derniers fêtards passaient, agitant des au revoir fatigués, les enfants traînant des banderoles et leurs doigts collants. Elle entendait le léger craquement des mâts de tente démontées et le lent grondement des tables à gâteaux qu'on repliait. Elle ouvrit son bureau et sortit la lettre d'Emily Carter, la lisant lentement. Il n'y avait aucune excuse, pas directement. Mais il y avait de la compréhension. Et c'était là, Miss Marple le savait, l'offrande la plus significative. Elle le plaça à côté de son carnet, celui où elle conservait les dossiers de ce que la plupart appelleraient des cas, mais qu'elle considérait simplement comme incidents. Pas nécessairement des crimes. Pas toujours. Mais des moments où le moi caché s'était révélé au grand jour. Elle a simplement intitulé celui-ci « La femme au chapeau bleu ». Elle repensa à ce chapeau, combien il avait signifié, combien peu il avait fait. Tissu et ruban, façonnés avec sincérité. Il avait trompé l'œil, mais pas le cœur. Pas le sien. La bouilloire bouillait doucement dans la cuisine. Les ombres sur le papier peint s'épaississaient tandis que le soleil commençait à se cacher derrière les haies. Et pourtant, Miss Marple restait assise, pensive, les mains posées sur du linge plié, le visage tourné vers la fenêtre. Quelque part, elle le savait, un autre mystère surviendrait un jour, comme toujours. Au milieu de quelque chose d'ordinaire, enveloppé de dentelle et de politesse, traînant derrière lui le scandale comme un ourlet oublié. Mais pour l'instant, Saint-Marie-Mide était calme. Et Jane Marple, qui voyait plus que la plupart et parlait moins que beaucoup, se contentait d'attendre. Les feuilles avaient commencé à jaunir à Saint-Marie-Mide légèrement au début, les pointes des hêtres bordées d'ambre, les sycomores mouchetés de cuivre. Le village entrait dans l'automne comme toujours. Tranquillement, avec une sotte RTE de résignation. Les jours raccourcissaient, les ombres s'allongeaient de l'autre côté de la rue principale, et les rires de l'été s'estompaient dans le bruissement des haies balayées par le vent. Mais dans un salon à l'orée de la verdure, il restait une dernière pièce du puzzle à régler. Miss Marple était assise près de sa cheminée, les braises flamboyant doucement, un petit carré de génoise aux prunes intactes à côté de sa tasse de thé. En face d'elle, dans un fauteuil profondément capitonné, était assise Clara Lanton. Ses yeux étaient fixés sur les ombres dansantes dans la cheminée, mais Miss Marple sentait bien que son esprit était encore agité. « J'ai réfléchi », dit Clara doucement. « À Pénélope Carter. »« Et à Emily. »« Oui », demanda Miss Marple. « Je comprends ce qu'ils ont fait. Et même pourquoi. Mais une chose ne m'a jamais vraiment convenu. » Miss Marple ne dit rien. Elle savait combien il était important d'attendre. « J'étais là », poursuivit Clara. « J'étais près des rosiers quand Félix Roper est mort. J'ai entendu le cri, j'ai vu les autres courir. Mais, avant cela, je me souviens avoir regardé vers le pavillon et pensé, quelqu'un était déjà là. Pas seulement Pénélope. Je ne l'ai pas mentionné avant, pas clairement. Mais maintenant, je me demande. » Miss Marple baissa les yeux sur son tricot. « Je me suis posé la même question. » Clara se tourna vers elle. « Vraiment ? Il y avait toujours des incohérences, dit doucement Miss Marple. De minuscules. L'histoire d'Emily changeait trop facilement. L'apparition et la disparition du chapeau. Le timing du cri. Et autre chose, Pénélope Carter n'avait jamais le tempérament pour l'improvisation rapide.
Elle était précise, méthodique. Mais Émilie avait peur. Les gens effrayés sont souvent intelligents, d'une manière dont ils ignoraient être capables. Clara resta assise, immobile. Tu crois qu'Émilie était la première dans le pavillon? Je pense qu'elle y est allée avant sa tante, répondit Miss Marple. Peut-être pour avertir Robert. Peut-être pour le menacer. Peut-être même pour l'affronter elle-même. Nous savons qu'elle admirait profondément sa tante et qu'elle souhaitait peut-être même agir à sa place. Clara fronça les sourcils. Alors, c'est peut-être elle qui a provoqué son malaise. Miss Marple hocha la tête d'un air triste. C'est possible. Ou peut-être que c'était elle deux, Émilie attirant l'attention de Robert, Pénélope arrivant quelques instants plus tard pour lui faire comprendre son point de vue. Et quand il s'effondra, quand elles comprirent la gravité de la situation, elles se turent toutes les deux. Il y eut une pause. Mais Émilie, dit Clara. Elle n'a rien avoué de tout ça. Pas même dans la lettre. Non, répondit Miss Marple. Elle ne l'a pas fait. Mais elle a demandé à ne pas revenir. Et c'était, je crois, sa confession. Clara joignit les mains sur ses genoux. Aurais-tu prévenu la police? Si cela avait été nécessaire, dit Miss Marple. Mais la loi n'est pas toujours la seule voie vers la justice. Et parfois, la punition suffit amplement. Ils restèrent assis ensemble un moment encore, le silence n'étant plus inconfortable, mais propice à la réflexion. Dehors, le vent se leva légèrement, éparpillant quelques feuilles mortes le long du chemin. Clara se leva pour partir peu après. Arrivée à la porte, elle se retourna. Merci. De m'avoir cru. Miss Marple sourit. Tu n'as jamais été difficile à croire, ma chère. On se trompe trop facilement. Et sur ce, Clara sortit dans l'après-midi frais, son manteau bien serré, son visage levé vers le ciel changeant. Plus tard dans la soirée, alors que le soleil disparaissait derrière les ifs, Miss Marple était assise seule près de son foyer. Le feu crépitait doucement et son tricot reposait de nouveau sur ses genoux. L'affaire de la femme au chapeau bleu touchait à sa fin, silencieuse et inévitable. Un homme était mort non pas de façon violente, mais non sans raison. Un sentiment de culpabilité s'était tissé, non par malveillance, mais par peur, amour et fierté blessée. Et pourtant, à la fin, la vérité avait fait surface. Comme toujours, tôt ou tard. Car, comme le savait bien Miss Marple, la nature humaine comme le changement des saisons ne manque jamais de se révéler. Et tandis qu'elle reprenait son tricot, le feu chaud sur ses pieds chaussés de pantoufles, elle ne pensait ni au crime, ni aux bords de chapeau, ni aux allées de jardin, mais à la bonté. À la façon dont le plus petit geste ou une vérité offerte, un nom épargné ou pouvait faire pencher la balance entre tragédie et grâce. À Saint-Marie-Mide, l'automne était arrivé. Le village allait à nouveau dormir paisiblement. Et Miss Marple serait prête, si jamais il en était autrement.